Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avec ma première invitée, on va parler un peu du traitement, la désinformation en fait qui entoure le conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plusieurs informations qui méritent d'être mises au clair. En tout cas, la mairesse de Saint-Jean a publié une lettre ouverte dans le Canada français. Elle s'est adressée aux citoyens via le conseil municipal et souhaitait également s'adresser aux auditeurs de la Tribune pour justement faire le point là-dessus. Il s'agit de la mairesse de Saint-Jean, donc Mme André Bouchard. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Merci de me recevoir et excusez un petit peu une petite voix enrhumée. Bien, comme j'expliquais au début d'entrevue, cette voix-là, elle s'explique par le fait que vous travaillez 24 heures par jour, vous vous adressez aux citoyens beaucoup, donc ça peut expliquer un peu cette situation-là. Peut-être un peu de fatigue. Aussi. Donc, la première question, c'est pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre ouverte et de vous adresser aux citoyens concernant justement toute la désinformation qui entoure le conseil de ville? J'ai éprouvé ce besoin-là de clarifier parce que, comme tout le monde, je vois ce qui se passe dans les médias sociaux. Je vois que la mauvaise information qui se multiplie et qui s'amplifie avec le temps. Alors, c'est pour ça que j'avais ramassé quelques sujets et ça a été l'objet d'une lettre ouverte. Bon. Puis parce que cette désinformation-là, ça alimente le cynisme chez les concitoyennes et les concitoyens. Et cette désinformation-là, est-ce qu'elle vient de vos adversaires politiques ou de la population générale, de ceux qui se présentent au conseil de ville et qui posent beaucoup de questions sur la façon dont ça se passe? Ça ne vient pas juste des adversaires, là. Ça vient de citoyens aussi, là, que les citoyens donnent beaucoup leur avis sur les sujets municipaux. Ce qui est très bien, ça consiste à exercer ça fait partie de la démocratie. À l'opinion. Oui, ça vient de la démocratie, sauf qu'à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure. Bon, et c'est justement ce que vous souhaitez faire, remettre le pendule à l'heure sur certains dossiers, oui. Notamment celui de l'aéroport. Vous avez donc renouvelé le contrat des écoles de pilotage. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. On vous a critiqué pour le renouvellement de ces contrats-là. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bien, d'abord, ce que je veux dire, c'est vraiment une question de clarification. On n'a jamais renouvelé le contrat des écoles de pilotage. C'est pas ce qu'on a fait. Le protocole des écoles de pilotage a été signé en 2023 pour 5 ans. Ça veut dire jusqu'à 2028. Ce qu'on a fait en comité exécutif, c'est d'arrimer les baux des écoles, dans les hangars, les baux des écoles de pilotage dans les hangars, parce que ces baux-là n'étaient pas arrimés avec le protocole. Alors, on a arrimé les baux jusqu'en 2028, le temps des protocoles. Puis ça, c'était important de faire ça pour que, justement, les écoles de pilotage paient leur loyer. Et ça a été expliqué. Il y a beaucoup circulé le fait que ça avait été décidé en comité exécutif, puis on ne savait pas. Mais je suis désolée, mais tous les points du comité exécutif sont toujours vus en plénière précédemment. Ces points-là sont listés. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait eu des questions parce qu'on n'est pas sans savoir depuis quelques mois qu'il y a beaucoup de plaintes au niveau du son, au niveau du bruit à l'aéroport. On n'est pas sans savoir ça. Alors, évidemment, la direction générale avait été questionnée par plusieurs élus à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on avait décidé qu'il fallait renouveler les baux. C'était pour les arrimer au protocole. Bon. Mais il y en a qui vont dire qu'on aurait pu profiter de ce moment-là pour peut-être donner une tape sur les doigts ou de carrément ne pas renouveler ces baux-là à cause justement de l'augmentation du bruit. Qu'est-ce que vous dites à ça? Mais c'est un peu ce qu'on a fait, par exemple. On s'est mis en loi. On s'est mis en loi parce que si on veut, après ça, interpeller les écoles de pilotage, je pense que nous-mêmes, il faut que nos documents... Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir avec ça, là. C'est le Conseil, dans sa totalité, qui a adopté le protocole d'entente des écoles de pilotage en 2023. Alors, peut-être que le Conseil, dans les semaines qui viennent, aura à prendre des décisions aussi concernant ce protocole-là. Mais entre-temps, évidemment, la direction générale a rencontré les propriétaires des écoles de pilotage et on espère quand même avoir certains accommodements.
De toute façon, Nexem a nommé une nouvelle directrice pour l'aéroport, donc ça sera partie probablement de son mandat d'assumer que tout se déroule très bien avec les écoles de pilotage sur le site. Là. Absolument, puis c'est un mandat qu'elle avait déjà exercé à l'aéroport de Saint-Hubert. Alors, elle n'arrive pas sans connaître tous les tenants et aboutissants de la sensibilité de ce dossier-là. Donc, en conclusion, ce que vous dites pour ce dossier-là, c'est que ce n'est pas parce que les baux ont été renouvelés que vous n'êtes pas, qu'il n'y a pas conscience qu'il y a un problème sur le site et qu'on peut régler la situation. Monsieur Tremblay, on en est très conscient, puis j'ai même dit en public, il y a 2 séances, qu'à posteriori, je considérais que c'était une erreur qu'on avait faite. Alors, on s'entend qu'on va faire en sorte de corriger le tir, d'améliorer la situation des riverains de l'aéroport. Bon, parfait. Deuxième dossier, il s'est dit beaucoup de choses également sur la levée du moratoire et notamment sur l'imposition d'une espèce, pas une taxe, mais de frais attribués à la nouvelle construction. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. La position de la Ville là-dessus. J'ai même reçu Jean-François Tremblay qui était d'accord d'ailleurs avec votre position parce que ça se fait ailleurs dans la province, mais il y a plusieurs promoteurs et citoyens qui dénoncent ça parce que les citoyens disent que ça va augmenter le prix des loyers, donc ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Bien, ce qu'on dit là-dessus, c'est qu'il y a une limite. Il y a une limite à taxer les citoyens. Et on s'entend qu'il faut faire des efforts, il faut aller vers la densification. Alors, la redevance qui est imposée aux promoteurs, c'est une façon pour nous c'est pour l'équité entre les... Parce que les citoyens, eux, ils ont déjà payé leurs tuyaux puis leurs infrastructures et tout ça. Alors, s'il faut grossir les tuyaux, s'il faut que ça coûte plus cher, justement, pour s'en aller dans la densification, c'est normal, puis c'est les promoteurs, en quelque part, qui vont bénéficier de cette densification-là. Je pense que c'était normal qu'on impose les redevances au développement. Puis ces redevances-là ne paieront même pas tout, ça ne paiera pas la totalité de la facture que ça impose à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors c'est vraiment dans un effort d'équité entre les gens qui paient des taxes. Mais cette redevance-là, ça a été basé sur ce qui se faisait ailleurs au Québec? Oui, hein? Ah oui, absolument. Il y a plusieurs municipalités. C'est un des outils. Puis même, les citoyens venaient nous le dire en séance publique, que maintenant, il y a des outils qui sont permis par le gouvernement du Québec, justement pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. Bon. Et dans ce même dossier-là, je pense que vous l'aviez expliqué, je ne sais pas si c'est en Conseil de ville ou dans le Canada français, que le moratoire n'a jamais été un frein pour le développement de la Ville de Saint-Jean. Le moratoire, ce que ça évitait, c'était le changement de zonage résidentiel. Les gens qui pouvaient construire des sixplex ou des 4 logis, ils en ont construit. D'ailleurs, durant le moratoire, il y a eu 600 portes qui ont été construites. Puis le moratoire, d'ailleurs, ne touchait pas s'il y avait eu des projets de logements abordables ou des projets de logements sociaux. Ça ne touchait pas à ça. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, il y a Mission Unité Aînée qui est en train de construire un 100 logis sur la rue Champlain. Bon. Vous avez aussi pris la défense des employés municipaux parce qu'il se dit beaucoup de choses. On dit qu'il y a certains employés qui prennent beaucoup de place, que les décisions se font souvent en vase clos. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que les employés municipaux, puis ici, je vois, quand on dit que les décisions sont prises, j'imagine qu'ils veulent parler de la direction générale, des directeurs de services. On s'entend que c'est nos experts de contenu. Ils nous font des recommandations. Puis quand ils nous font des recommandations, il y a toujours plan A, plan B, plan C. C'est nous qui décidons au meilleur de notre connaissance, puis avec la connaissance qu'on a de nos milieux aussi. Puis après ça, après une résolution à l'unanimité ou à la majorité du Conseil, c'est là qu'ils vont faire les travaux. J'ai toujours le goût de dire qu'on engage une direction générale, on engage des directions des services pour leurs compétences. Alors, comme élu municipal, ou est-ce qu'on est des généralistes, on n'ira pas dire quoi faire aux experts de contenu, mais on accepte
ce qu'on prend, c'est les recommandations, puis après ça, on prend à la majorité la meilleure décision. En fait, vous défendez la transparence de votre administration, c'est un peu ça? Absolument, absolument. C'est pas de la même manière qu'un maire ou une mairesse, j'ai juste un vote, les décisions se prennent à la majorité du conseil. Bon. Il y a un autre dossier, vous en êtes venu en parler ici, c'est tout le dossier du REM, transport collectif. Après votre passage, il y a eu des lettres ouvertes, des partis d'opposition. Les partis d'opposition, en fait, ont un peu critiqué un peu votre manque de leadership dans ce dossier-là. Et dans la lettre que vous avez publiée et au Conseil de ville la semaine dernière, vous avez défendu ça en disant que vous aviez pris en charge ce dossier-là dès le départ. Peut-être nous expliquer un peu ce qui a été fait et comment vous avez réagi lorsqu'on vous a accusé d'un manque de leadership dans le dossier du REM. Je trouve ça particulier parce que le dossier du REM, ça date d'une administration précédente. Même pas l'administration précédente à nous, c'est l'administration de M. Fecteau. Le dossier avait été monté. Il y avait des partenaires, même de la Grenby, Magog, tout ça. C'était pas juste les 100 000 citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui auraient pu bénéficier du REM. C'est comme 250 000 citoyens. Mais durant le mandat précédent, le mien, 2017-2021, jamais il n'en a été question. Alors, peut-être qu'on peut dire qu'on ne s'en est pas occupé à ce moment-là. Mais dès le début de mon mandat, quand j'ai su, par exemple, que les voies réservées seraient enlevées pour la 96, quand j'ai su qu'au 30 juin 2025, on n'aurait plus de quai, je pense que je suis sortie dans les médias nationaux à ce moment-là. Il y a eu, depuis que je suis mairesse, il y a eu 2 ministres des Transports et de la Mobilité durable. M. Bonnardel, je l'ai interpellé à ce sujet-là. Mme Guilbeault, à 2 reprises, dont une il y a 2 semaines. Puis des fois, je me dis, coudonc, elle va dire, radote la mairesse, là. Mais à chaque fois, je reviens sur ce dossier-là parce que je trouve toujours ça aussi déplorable que ça a fait l'objet d'une promesse électorale de la CAQ. Il y avait un terrain qui avait été réservé au coin de la 10 puis de la 35. Puis on a été enlevé du projet, là. Le projet, il ne s'en viendra pas à Saint-Jean. Alors oui, j'essaie toujours de revenir à la charge parce que je pense que ça devient même une question de développement économique. On aurait eu besoin de ça. Puis là, bien, mes citoyennes et mes citoyens vont être obligés de se rabattre sur le REM, un REM qui est très, très fragile, vulnérable, on peut le dire à comme tout ça. le moins. Donc, vous dites que vous avez rencontré Mme Guilbeault il y a 2 semaines? Absolument. Bon, qu'est-ce qui a été discuté? Qu'est-ce qui a été discuté? Bien, je pense que ce qui a été discuté... Est-ce qu'il y a eu une ouverture, en fait? Est-ce qu'il y a eu une ouverture? Pas tellement. Je vais dire ça comme ça, là. D'ailleurs, M. Bonnardel, il m'avait dit, tu verras pas ça de ton vivant. Il n'y a pas tellement d'ouverture, mais j'ai confiance quand même en l'avenir. Je pense que les gouvernements changent, les populations changent, mais c'est sûr que j'ai pas l'intention de lâcher le morceau. Parce que ce n'est pas que 100 000 citoyens de la ville de Saint-Jean qui auraient pu en bénéficier, c'est la région élargie, 250 000 citoyens. On vient de parler de différents dossiers, là, mais pourquoi il y a de telles critiques à l'endroit de l'administration municipale actuelle, d'après vous? Bien, je pense qu'on est en campagne électorale, alors chacun place déjà ses pions. Je ne vois pas vraiment d'autres raisons que ça, mais depuis que j'ai été élue mairesse, je dirais que j'ai peut-être eu 2 mois, 3 mois de lune de miel. Puis après ça, bien, je pense qu'on est conscient qu'on ne peut jamais contenter tout le monde, mais après ça, quelques projets qu'on ait apportés, ça a suscité... puis ça, c'est quand même sain. Il y a des choses qui sont saines. C'est juste que des fois, quand il se dit défausser, comme la passerelle, c'est le meilleur exemple. La passerelle, on va la démolir. Mais pour certaines personnes, on a déjà dépensé 50 millions pour la passerelle, alors que c'est faux. C'est complètement faux. C'est difficile de revenir sur ces choses. Une fois que ça a été dit, puis que là, il y a des gens qui adhèrent à ça, c'est difficile de faire changer d'idée. Mais en fait, c'est la circulation de fausses informations que souvent la population prenne pour, je vais utiliser l'anglicisme, mais prenne ça pour du cash et véhicule ça comme si c'était la vérité. Okay. Bien, une opinion qui est répétée, ça devient la vérité.
Alors que c'est pas ça. Quand on fouille un peu, moi, c'est ce que je souhaite que les citoyennes et les citoyens soient davantage curieux, que quand quelque chose, ça n'a pas de bon sens, puis c'est trop gros, là, bien, qu'ils aillent valider l'information. Oui, c'est ça. En terminant, je pense que bientôt, là, vous allez commencer à annoncer votre équipe, là? Absolument, une belle équipe, l'équipe André Bouchard, des candidats qui ont des convictions, qui ont des valeurs. Ça devrait se faire d'ici une semaine ou deux. Parfait. Alors, on sera prêt à les accueillir quand le temps viendra, bien sûr. Ça me fera plaisir de vous les présenter. Bien, Mme Bouchard, merci beaucoup. Alors, j'espère que la population a été attendue, que les gens concernés là, comprennent un peu votre position, mais je pense qu'on peut conclure en disant qu'il y a toujours place à la critique de toute façon. Il s'agit juste de la faire de bonne façon et de poser les bonnes questions et de ne pas véhiculer des choses qui sont peut-être incorrectes, là, je ne dirais pas fausses, mais incorrectes sur certains dossiers. Il y a bien de la perception là-dedans. Puis Ouais. je vous remercie de me laisser cette tribune-là parce que, oui, le journal, c'est une tribune, le conseil, c'est une tribune, mais la tribune aussi, c'est important. Alors moi, j'essaie de diffuser l'information le plus que je peux. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Ça fait plaisir. Après la pause, on va recevoir Mme Audrey Bogmans, mais on ne parlera pas nécessairement de politique. On vous explique pourquoi après la pause. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Le grand défi Pierre Lavoie s'en vient à grands pas et je reçois deux invités qui vont participer justement à ce grand défi. Il s'agit de la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogmans, et son attaché politique, Joance Martin. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je sais bienvenue. Je sais qu'en politique, on dit souvent que les politiciens pédalent lorsqu'on pose des questions, mais là, vous allez vraiment pédaler, mais pour une bonne cause. Peut-être nous expliquer un peu pourquoi vous avez décidé là, de justement participer à ce grand défi Pierre Lavoie qui aura lieu là, dans moins d'un mois. Bien, c'est vraiment pour faire une plus grande différence dans notre milieu. On a décidé... en fait, le défi Pierre Lavoie, c'est pour faire bouger les jeunes. Fait qu'on s'est dit, si on est capable de faire ça, un peu en lien avec la thématique des écrans quand même, Ouais. la commission sur les écrans, faire bouger davantage à la grandeur de notre comté, bien, tant mieux. Puis au-delà de ça, il faut aussi ramasser des fonds. Fait que si on est capable de faire une différence pour une école avec 2 établissements, là, qui est l'endroit d'où on vient, là, Saint-Sébastien-Henriville, bien, je pense que c'est important de le faire. C'est ça. Donc, que vous vous joignez à l'équipe de l'Assemblée nationale avec M. Bonnardel, ça peut s'expliquer, mais pourquoi vous avez réussi à convaincre votre attaché politique de participer à l'aventure? Peut-être, Joanne, nous expliquer qu'est-ce qui te motive à participer à ce grand défi? Bien, à la base, quand Mme Bogmans elle a décidé qu'elle participait au défi, bien, je m'étais dit, je vais faire l'entraînement avec elle. On est une équipe, puis c'est une excellente raison de faire du sport. Fait que je me suis dit, on va le faire ensemble. Puis, quand elle m'a annoncé qu'il me manquait quelqu'un à l'équipe, bien, je me suis proposée, puis je suis vraiment fière de le faire avec Bon, elle. c'est ça. En fait, là, elle était déjà prête à s'entraîner avec moi pour que je le fasse. Ah bon, d'accord. Quand il y a eu une libération sur l'équipe, c'était la moindre des choses pour moi d'y offrir de le faire avec moi. C'est ça. Elle était partante Donc- à ce point-là. Oh, oui, vraiment. Donc, qui fera partie de l'équipe, justement, là, de l'Assemblée nationale avec laquelle vous allez participer? Là?
Donc, Oui. il y a M. Bonnardel. Oui, sa conjointe, puis Alexandre Cloutier, ancien parlementaire là, du Parti québécois, qui est maintenant président du réseau des universités du Oui, Québec. exact, c'est ça. Johan, c'est moi. Bon. Et puis, il y aura une équipe aussi du Centre de services scolaires, je pense, qui va aussi participer à l'événement. Donc, il y aura 2 équipes de la région qui seront au Grand Défi Pierre-Lavoie. Oui. D'ailleurs, ces 2 écoles du Centre de services scolaires que vous allez aider avec votre participation, peut-être nous parler davantage du pourquoi, là, les écoles de Saint-Sébastien et d'Henryville. Pourquoi vous avez choisi ces écoles? Je pense qu'il y a un lien là, à faire. Et qu'est-ce que ça va apporter à ces écoles-là? Oui, bien en fait, c'est des écoles qui sont défavorisées. Donc, c'est certain que tous les moyens qu'on peut apporter sont importants. Puis aussi, la sensibilisation à bouger, montrer l'exemple, les cubes énergie, bien, c'est aussi structurant. Puis on est vraiment chanceux que l'école ait choisi d'embarquer avec ces 2 établissements, puis que tout le personnel scolaire soit partenaire là-dedans. C'est une équipe, on pédale ensemble Oui, c'est ça. dans l'équipe de l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment une équipe avec la communauté. Oui. C'est ça. Donc, vous allez amasser des fonds, je pense, pour favoriser les activités sportives de l'école, appuyer certains projets. Est-ce qu'on sait déjà là, à peu près à quoi l'argent va servir pour ces 2 écoles-là? L'école doit remettre un projet à l'automne. OK. Donc, à l'automne, là, avec, on a un beau milieu. Des beaux acteurs, des beaux partenaires communautaires qui sont prêts à s'impliquer avec l'école pour trouver un projet qui va durer au fil du temps, mais aussi qui va vraiment apporter quelque chose de concret aux élèves. Donc, à l'automne, on va en savoir plus. Bon. On va retourner à l'école, en fait, à l'automne, là, avec le montant d'argent amassé. On va en savoir pas mal plus. Ouais, Il y a c'est des ça. rumeurs sur des paniers de basket, entre autres. Ah oui, entre autres. Oui, on a entendu des échos. Oui, c'est ça. Bon, je disais que c'était pas un hasard que vous avez choisi. En fait, on parle de l'école Capitaine Léo Fortin là, à Saint-Sébastien et à Henryville, parce que je pense que vous venez de ce coin de pays et que c'est l'école que vous avez fréquentée lorsque vous étiez étudiante, je pense. Hein? Ouais, pour ma part, là, j'ai vraiment... en fait, moi puis mes 3 sœurs, on est 4 filles chez nous. On a tous passé par le capitaine Luc Fortin à Saint-Sébastien. Oui, j'ai dit Léo Fortin, mais c'est Luc Fortin. Oui, Oui, c'est ça. exactement. Dans le temps, c'était l'édifice Saint-Joseph. Oui, c'est ça. C'était l'école Saint-Joseph. Fait que oui, on a vraiment un attachement au milieu. Puis il y a la Fondation Jacques Landry aussi qui vient supporter l'école, en plus de tous les efforts là, du Centre de services scolaires. Fait que, en partenaire communautaire là, dont on nommait, là, Ouais. je pense que... En fait, j'ai l'impression de marcher dans les pas de Jacques Landry Ouais. à ma façon et de façon bien moindre que M. Landry, mais c'est probablement la personne qui m'a inspirée, en fait. OK. Oui. Pour faire ça. Oui. Ben, on va montrer d'ailleurs un tableau là, du parcours que vous allez faire. Peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que ça représente, le Grand Défi Pierre-Lavoie, là, au niveau là, de la participation lors de ce week-end-là. C'est du 12 au 15 juin. Là. Mais c'est 1000 km. Donc, c'est 1000 km pour les 5 cyclistes. On peut en faire un petit peu plus, on s'entend. Mais c'est divisé par étapes. Il y a plusieurs étapes par jour, autant de jours que de nuit. Donc, aux 5 cyclistes, il faut se diviser les étapes que nous ferons. Puis, les distances, l'élévation, tout dépend aussi là, de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on veut faire, toujours avec un plaisir. Puis, le degré de difficulté, là, c'est à se partager. On vient tout juste de savoir le parcours, là, fait qu'on va pouvoir en profiter au courant des prochaines semaines. C'est ça. Parce que ça va se faire là, autour de la ville de Québec. Là, donc, c'est Québec, l'Île-Orléans. Oui, Cap-Rouge, Stoneham, Lévis. Donc, oui, non, ils ont fait un parcours extraordinaire. Là. On va avoir des très beaux paysages, certainement à voir. Bon. Est-ce que... bon, vous avez accepté de faire ce défi-là. C'est un défi qui vous tient à cœur. Vous faites du vélo, mais quand on vous propose ça, ou que vous avez eu l'idée de faire ça, et que vous voyez que c'est 1000 km, est-ce qu'il y a eu une espèce de crainte ou au contraire, ça vous a motivé davantage au niveau de l'entraînement, de la façon de le faire et tout ça? Comment vous avez attaqué ce défi-là? Je pense qu'on va avoir 2 histoires bien différentes là-dessus. Monsieur Bonnardel, moi, m'a approché à la première année où j'ai été élue, donc vraiment en début de mandat. Puis je faisais même pas de vélo à ce moment-là. Ah non? Non! Et puis c'était quand même court avec la rentrée parlementaire, tout ça. Puis je voulais commencer par m'habituer. Puis me le redemander l'année suivante. Puis je dis, bien écoute, cet été, je commence à faire du vélo. On verra l'année prochaine. Puis il est revenu à la charge cette année. Puis j'ai décidé d'embarquer. OK, donc la pratique du vélo, c'est tout récent. Donc ça fait 1 an à peu près que vous faites du vélo. Oui, là. c'est ma 2e saison. J'ai bougé.
toute cette année-là, et somme toute, mais du vélo de route comme ça, là, en effet, ce n'est que ma 2e année. OK. Puis comment vous voyez ça, là, de faire... Bon, ben c'est 1000 km divisé par 5, donc à peu près 200 km de parcours. Là. Comment vous voyez ça? Là? C'est difficile. Vous voyez ça comme un obstacle ou au contraire un beau défi? Bien, vraiment comme un beau défi. Je pense que c'est ce qui est attirant dans cette histoire-là, c'est de se dépasser soi-même pour une bonne cause, mais c'est ses propres limites aussi. Puis toute la rigueur de la discipline que ça demande. Parce que on est tous des gens occupés, puis j'ai une famille aussi. De faire de la place pour l'activité physique, c'est une chose de le faire en temps normal, mais de le faire de manière rigoureuse pour s'assurer d'être prêt pour un défi, ça oblige une rigueur. C'est non seulement la discipline, puis ça, je l'ai vraiment apprécié, puis ça a bougé dans mon équipe quand même, puis dans la gestion parlementaire. Puis j'ai trouvé que ça a été une chance incroyable d'avoir le défi et cette rigueur-là dans la planification de l'activité physique. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a aidé au courant de cette session. Donc, il faut l'inscrire dans votre agenda de la journée, de dire qu'on passe du temps à s'entraîner puis pour faire le défi Pierre Lavoie, c'est ça? Carrément, oui. Puis si ça passe pas à cette case horaire-là, il faut en trouver une autre dans cette journée-là parce que c'est important. Et c'est là que Mme Martin entre en ligne de compte pour s'organiser pour le faire. Alors, et donc, je comprends que pour Mme Martin, c'était plus facile parce que vous faisiez déjà beaucoup de vélo, c'est ça? Oui, moi, effectivement. Ben, j'ai toujours fait du vélo. Ça l'a jamais été d'aussi jeune que... J'en ai toujours fait. Mais les dernières années, c'était plus fréquent. On le faisait en famille. Donc, avec mon conjoint, on a toujours fait du vélo aussi. Mais là, c'est une autre... Là, il y a une obligation à la fin, mais une obligation plaisante, là. Et on veut s'assurer que ça résultat aussi, parce que oui, c'est ça. On veut s'assurer que ça se passe bien, fait qu'on le fait comme il faut, puis effectivement, là, ça fait qu'on réserve du temps spécifique à l'agenda entraînement versus avant, c'était sortie familiale. Oui, c'est ça. C'est le fun de faire le parallèle avec les jeunes de l'école, de dire vous avez des périodes d'éducation physique, bien, adulte, il faut le faire. Vous autres aussi, hein, c'est ça? Sauf qu'à la fin, la note que vous allez avoir, c'est le montant que vous allez récolter pour l'école. Est-ce qu'il y a un objectif et est-ce que les gens peuvent contribuer justement à la cause? Oui, absolument. En fait, tout le monde là, peut contribuer à la cause, les entreprises aussi. On peut aller directement en ligne sur le site du 1000 km, regarder pour l'équipe de l'Assemblée nationale, on peut donner directement aux participants pour que l'argent finalement soit remis là, au centre de services scolaires puis aux édifices de Saint-Sébastien-Rieville. Bon. Bien, mesdames, je vais vous souhaiter bonne chance et on va se croiser les doigts pour qu'il fasse beau comme un peu en fin de semaine parce que c'est beaucoup plus agréable pédaler au soleil qu'à la pluie. Oui. Mais je pense que la pluie pourrait ajouter un petit cachet particulier aussi. Bien, on va vous suivre de près puis bravo pour cette initiative. C'est vraiment touchant et puis on va souhaiter que le plus d'argent possible soit récolté pour ces écoles. Merci. Bien, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, ça complète donc cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Au revoir, à la prochaine.